Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous proposer aujourd'hui une rencontre virtuelle FLE associant les éditions Maison des Langues et le FEI, donc France Éducation Internationale, que vous connaissiez peut-être sous le nom de CIEP. L'intervention porte aujourd'hui sur la préparation des candidats aux épreuves du DELF et du DALF. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions via l'icône questions-réponses qui apparaît en bas de votre écran et nous y répondrons en fin de session. Je laisse la parole à Monsieur Romain Chrétien, responsable communication et promotion au sein du département évaluation et certification du FEI, qui, après quelques mots sur le FEI, vous présentera l'intervenant de ce jour, Monsieur Samuel Boac. Je vous laisse donc en leur compagnie et je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange autour des questions que vous nous aurez envoyées pendant la session. À tout à l'heure et merci à Monsieur Chrétien et à Monsieur Boac. À tout à l'heure. Bonjour Séverine et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Romain Chrétien, responsable communication au département évaluation et certification de France Éducation Internationale. Et avant de donner la parole à notre intervenant du jour, je tenais à remercier Maison des Langues pour leur invitation à intervenir dans un domaine dans lequel nous sommes experts, l'évaluation des compétences en langue étrangère. Nous aborderons plus spécifiquement le DELF-DALF et il me tenait aussi à cœur de vous donner peut-être quelques chiffres en introduction sur les diplômes DELF et DALF, des chiffres que vous connaissez peut-être. Nous évoquons très souvent 500 000 candidats à nos certifications, donc un demi-million d'inscrits chaque année. C'était bien évidemment avant la période du Covid, nous avions 520 000 candidats annuellement. En 2020-2021, cela a été un petit peu compliqué. Il y a eu une reprise des sessions en France et à l'étranger, notamment pour les adultes. Dans l'urgence, il fallait répondre aux besoins des candidats, aux besoins des apprenants de langue française. Et donc, très vite, les centres se sont positionnés pour relancer les sessions qui s'adressaient donc au public adulte. Les écoles qui, elles, proposent plutôt des candidats pour du DELF Prime, du DELF Junior, donc plutôt un public jeune, ont mis un petit peu plus de temps peut-être à rouvrir, à se réinstaller. La certification n'a pas toujours été la priorité malheureusement, mais depuis le début de cette année, nous sommes ravis de constater que ça y est, les chiffres démontrent bien une reprise de l'activité, une relance des sessions et désormais du DELF-DALF de nouveau accessible à peu près partout sur les 5 continents. Ça n'est pas un secret, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en ce mois de septembre 2022, nous avons 350 000 candidats déjà inscrits au DELF-DALF pour cette année, qui ont donc déjà passé leur examen du DELF ou du DALF, que ce soit sur une session prime junior ou tout public. Et donc, nous avons toute confiance pour que de nouvelles sessions soient organisées dans les prochains mois et une année 2023 à peu près similaire à la période avant Covid, si nous ne connaissons pas de mauvaises surprises sur le plan sanitaire dans les prochains mois. Deux petites choses à savoir, je serai très bref. La majorité des candidats au DELF-DALF sont des mineurs, ils ont donc moins de 18 ans. C'est une donnée qui me semble intéressante à partager avec vous. C'est très, très intéressant de le savoir puisque cela montre d'une part que les apprenants se préparent de plus en plus tôt à la langue française. C'est aussi le témoignage de l'investissement des systèmes scolaires dans le plurilinguisme. C'est intéressant sur tous les plans. Et puis, vous le voyez aussi, une volonté d'accompagner l'enseignement de la langue française d'une certification, donc d'un outil objectif, fiable, concret, qui pourra servir à ce jeune dans son avenir. La deuxième donnée que je voulais vous dire, c'était, ou en tout cas vous rappeler, peut-être pour certains d'entre vous, c'est que le DELF et le DALF sont des diplômes de l'État français à fort enjeu. C'est une expression que nous utilisons très régulièrement, fort enjeu. Tout simplement, cela signifie que le DELF et le DALF sont des diplômes aujourd'hui utilisés dans le cadre de projets de vie très importants, comme la poursuite d'études en France ou même dans son propre pays, puisque le DELF et le DALF sont utilisés localement. C'est aussi un outil pour une recherche d'emploi, pour la demande de la nationalité française ou pour migrer pour des raisons professionnelles ou personnelles, encore une fois vers la France ou vers d'autres pays francophones, je pense au Canada par exemple. Donc le DELF et le DALF, vous le voyez, sont bien des outils à caractère
social, puisqu'ils ont pour objectif d'accompagner les locuteurs de langue française dans leurs projets personnels. Apprendre une langue, c'est donc apprendre à communiquer pour évoluer grâce à différents projets. Et le DELF en est encore une fois un témoin. France Éducation Internationale, Séverine le disait, anciennement CIEP, France Éducation Internationale contribue à améliorer la qualité de l'éducation partout et pour tous et soutient également la diffusion de la langue française. Nous sommes donc heureux d'intervenir aujourd'hui pour vous accompagner, vous, les professionnels du terrain, et nous espérons répondre à toutes vos questions sur la préparation des candidats inscrits au DELF-DALF. Pour cela, je vais me taire tout de suite et céder la parole à mon collègue Samuel Bouac, expert dans les examens DELF et DALF, puisqu'il contribue depuis de très nombreuses années à la rédaction des épreuves et à l'évolution pédagogique des exercices. Je vous retrouve à la fin de la présentation. Bon atelier à toutes et à tous. Merci Romain. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors merci beaucoup Romain et merci également à Séverine et aux éditions Maison des Langues d'avoir invité France Éducation Internationale à intervenir dans le cadre de cette rencontre virtuelle aujourd'hui. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous pour parler des examens du DELF et du DALF. Alors, vous êtes très nombreux à vous être inscrits et vous travaillez dans des contextes géographiques et des environnements institutionnels très variés, d'après ce que j'ai pu voir. Mais vous avez une préoccupation commune qui est la préparation des candidats au DELF et au DALF. Alors, avant de commencer cette présentation, j'aimerais savoir à quel point vous connaissez déjà le DELF. Et donc, pour cela, je vais vous poser une petite question toute simple. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous êtes examinateur-correcteur du DELF et du DALF, en cochant oui ou non dans la petite fenêtre qui vient de s'afficher sur votre écran. Alors, évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous restez les bienvenus, quelle que soit votre situation, naturellement. Quelques secondes pour le temps de répondre. Alors, donc vous êtes 22% à être examinateur-correcteur et 78% à ne pas être examinateur-correcteur. Donc, c'est très bien, puisqu'on va aborder aujourd'hui des éléments de base sur le DELF et le DALF qui sont a priori présentés lors des formations d'examinateur-correcteur. Donc, comme ça ne fera pas trop double emploi, on peut le dire. Alors, le DELF, c'est un enjeu important pour un grand nombre d'apprenants, qu'ils en aient besoin pour leurs études, pour leur travail ou dans le cadre de procédures administratives. Et vous en connaissez peut-être certains qui n'endorment plus la nuit, qui cherchent à faire des DELF blancs sans arrêt, qui apprennent par cœur des listes de mots, etc. Alors, évidemment, comme pour n'importe quel examen, la préparation au DELF comporte une part de bachotage, voire de bachotage intensif. C'est vrai qu'il faut faire des examens blancs, il faut apprendre un certain nombre d'éléments par cœur, mais il faut aussi aller beaucoup plus loin. Et nous allons voir justement dans le cadre de cette présentation qu'il y a bien d'autres stratégies à employer pour une préparation plus efficace et on l'espère également plus sereine et moins rébarbative. Alors nous allons découper cette présentation en 3 axes principaux. Donc, le premier sera tourné vers la connaissance du cadre européen et des examens du DELF et du DALF. Le deuxième portera sur la préparation à la méthodologie des épreuves du DELF et du DALF. Et le troisième volet concernera l'entraînement à la passation des examens du DELF et du DALF. Alors, j'aurais aimé vous parler également de la préparation linguistique aux examens du DELF et du DALF, vous parler de la manière d'envisager le cours de FLE lui-même dans la perspective de l'examen, car il est évident qu'un examen de langue comme le DELF se prépare en réalité tout au long de l'apprentissage du français. Mais comme nous n'avons que 45 minutes, enfin 1 heure pour le temps des questions-réponses inclus, je vais me concentrer sur les contenus à prévoir pour un cours dédié à la préparation au DELF,
ou pour la partie du cours de FLE qui est consacrée spécifiquement à l'examen. Et on ne parlera pas de tout ce qui est acquis linguistique et actes de parole à acquérir en fonction des différents niveaux. Alors, le premier volet, donc la connaissance du CECRL et des examens du DELF et du DALF. Alors, le cadre européen, c'est un document que de nombreux enseignants connaissent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'équipes enseignantes où on n'a jamais entendu parler du CECRL. Le CECRL, il est important, évidemment, dans l'histoire du DELF et du DALF, vous allez voir pourquoi. Si vous êtes à la tête d'une équipe d'enseignants dans une alliance française, dans un institut français ou dans un établissement secondaire, par exemple, il est très intéressant et même fondamental que vos collègues connaissent le CECRL pour être plus à même de préparer leurs candidats au DELF et au DALF. Alors pourquoi? Parce que le CECRL permet de comprendre et de s'approprier les principes du DELF et du DALF. Il permet d'élaborer aussi des contenus de cours adaptés aux besoins des apprenants. Et, mince, ça a sauté. Il permet d'orienter les futurs candidats vers le niveau d'examen le plus adéquat. Voilà, donc dans le cadre de l'évaluation diagnostique, il est très important de recourir aux connaissances que l'on a sur le CECRL. Alors, connaître le CECRL, ça ne veut pas dire l'avoir lu en intégralité, bien entendu, mais ça veut dire quand même connaître certains points fondamentaux qui font écho à des éléments du DELF et du DALF. Donc, par exemple, connaître ce qui tourne autour des activités langagières, donc, que sont la compréhension orale, la compréhension écrite, la production écrite et la production orale, qu'on appellera au cours de cette présentation par leurs sigles CO, CE, PE et PO. Voilà, donc savoir ce que recouvrent ces notions. Savoir également ce qui tourne autour des domaines, les domaines publics, professionnels, éducationnels et personnels, puisque les épreuves du DELF et du DALF seront contextualisées et on aura des exercices qui se situeront dans un contexte plutôt public, d'autres dans un contexte plutôt professionnel et d'autres dans un contexte éducationnel ou personnel. On aura l'importance aussi de connaître ces composantes de la compétence à communiquer langagièrement, que sont la composante linguistique, sociolinguistique et pragmatique. Très important notamment pour les grilles d'évaluation, puisqu'on a des critères qui vont évaluer les compétences linguistiques des candidats, d'autres qui évalueront les compétences sociolinguistiques et d'autres les compétences pragmatiques. On aura également besoin de connaître un peu des informations sur ces notions de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-apprendre, qui sont encore une fois très importantes dans le cadre du CECRL et également du DELF et du DALF, puisqu'on va évaluer différents aspects de la compétence du candidat et avec une grille critériée donc, qui permet d'évaluer chaque élément de manière distincte. Et puis évidemment, tout ce qui concerne la tâche et la perspective actionnelle, puisque le DELF s'inscrit dans cette perspective actionnelle qui place l'apprenant en situation d'acteur social et donc qui place le candidat en situation d'accomplir des tâches tout au long de l'examen. Et enfin, on parlera des 6 niveaux qui sont essentiels, puisque les niveaux du DELF et du DALF sont adossés au cadre européen depuis 2005. Donc voilà, c'est très important à connaître. Alors pour ça, vous avez des outils comme la grille pour l'auto-évaluation, qui est utile à la fois pour les enseignants et pour les apprenants. C'est pour ça que le titre de cette diapositive est « Faire connaître le CECRL ». En fait, c'est le connaître pour le faire connaître. Donc, vous pouvez avoir recours à cette grille pour l'auto-évaluation de manière intégrale, c'est-à-dire présenter à vos apprenants cette grille
pour qu'ils puissent se situer et savoir comment se situe l'examen qu'ils visent pour la passation du DELF ou du DALF. Vous pouvez la traduire ou la donner dans une version traduite. Il faut savoir que le cadre européen a été traduit dans plus de 40 langues, donc il y a des chances qu'il y en ait une version dans la langue de vos élèves. Et vous pouvez également en donner des extraits ou des passages dans une langue un peu simplifiée pour permettre aux candidats de mieux comprendre ce dont il s'agit à chaque niveau. Voilà, en général, ça motive beaucoup les apprenants de voir où ils se situent, compétence par compétence ou activité langagière par activité langagière, puisqu'on utilise dans le cadre du DELF les deux termes, compétence ou activité langagière, donc parler, comprendre, lire, etc. Donc, faire connaître le CECRL, c'est aussi faire un travail sur les contenus des différents niveaux. Donc pour ça, vous avez dans les méthodes de français langue étrangère actuelles, en général, des tableaux qui récapitulent les compétences à acquérir, les points de grammaire, les points de lexique, les actes de parole, etc. Mais il peut être intéressant de faire un travail spécifique là-dessus avec vos élèves. Donc les actes de parole, par exemple, si on prend le cas du A2 et du B1, donc, on a félicité, remercié, proposé, etc. au A2. On a demandé, donné des conseils ou expliqué une opinion au B1. Et donc, c'est très important pour que les apprenants, les futurs candidats au DELF, aient une image un petit peu plus concrète de ce que sont les niveaux des examens et ce qui va être attendu de leur part. Donc, évidemment, au niveau du lexique également, en A2, le lexique des loisirs, le lexique des vacances, des activités quotidiennes. En B1, le voyage, les projets professionnels, les médias. Pour ce qui est de la grammaire, donc en A2, le passé composé, le futur simple, les pronoms. En B1, le subjonctif, le discours indirect, les phrases complexes courantes. Et puis pour les types de documents que les candidats vont être invités à lire ou à écouter ou à produire eux-mêmes, donc des textes courts, des annonces, des messages simples en A2, et puis des articles simples, des lettres personnelles, des intrigues de films, etc. en B1. Donc voilà, ça c'est un travail préliminaire à faire pour que vos apprenants sachent de la manière la plus précise possible vers quel niveau d'examen ils doivent se tourner pour avoir le plus de chances de réussir, puisqu'on est dans une évaluation positive, on valorise les compétences acquises dans le cadre du DELF. On n'est pas là pour que les candidats échouent et aient une mauvaise expérience dans le cadre de leur apprentissage de la langue française. Voilà. Alors, il existe sur le site internet de France Éducation Internationale des pages qui sont très complètes, très bien faites, qui présentent des informations à connaître pour les candidats sur ce qu'ils doivent savoir pour se présenter à l'examen. Donc, des listes, par exemple, comme celle-ci, je choisis le DELF A1 si je peux me présenter quelqu'un, comprendre des annonces et des instructions orales simples, etc. Donc voilà, ça complète le tableau et ça permet d'avoir une image assez précise, assez concrète de ce qui est attendu au diplôme. Voilà. Donc la première étape est franchie. Le candidat sait vers quel examen il doit se tourner, quelles compétences il est censé maîtriser pour le passer. Et donc on va pouvoir maintenant arriver à la stratégie pour présenter le DELF et le DALF. Alors, le DELF et le DALF, comme le disait Romain tout à l'heure, c'est un examen officiel du ministère de l'Éducation nationale français. Et donc, c'est un diplôme qui est valable à vie et qui est reconnu internationalement. Et vous pouvez présenter à vos candidats, à vos futurs candidats, des chiffres pour qu'ils sachent un petit peu dans quel dispositif ils se situent en tant que candidats quand ils vont se présenter, quels sont les niveaux les plus passés dans le monde, quels sont les pays où il y a le plus de DELF. Ça peut éventuellement être intéressant pour eux. Alors, des informations sur les pays européens avec le plus de candidats. Donc, la France avec 76 000 candidats pour l'année 2021, l'Espagne avec 35 000 candidats, l'Allemagne, 32 000 candidats, la Grèce ensuite, l'Italie, la Suisse,
la Roumanie et la Belgique. Alors, comme le disait Romain tout à l'heure, le DELF est majoritairement passé par des candidats, des jeunes candidats qui ont moins de 18 ans. Donc, pour tous ces pays, vous avez en règle générale des contingents assez élevés de DELF scolaires, de DELF juniors, voilà, à l'exception de la France où il y a un peu plus une proportion un peu plus importante de candidats DELF tout public. Et puis alors, pour l'étranger, enfin les pays hors Europe, on a Madagascar avec près de 15 000 candidats pour l'année 2021, le Maroc, le Liban, près de 10 000 candidats, l'Inde avec plus de 7 000 candidats, le Canada avec près de 7 000 candidats également, l'Égypte avec 6 600 candidats, et puis la Chine avec un peu plus de 6 000 candidats, et le Nigeria avec quasiment 6 000 candidats également. Voilà, donc ce sont des informations qui peuvent être données également à vos élèves. Alors, ce qui peut être important, bien entendu, à dire à vos élèves, c'est que le DELF existe dans des versions qui peuvent être adressées aux adolescents, aux adultes et aux enfants, puisqu'il existe 3 déclinaisons. Le DELF tout public, qui est distribué du niveau A1 au niveau C2, le DELF junior scolaire, qui est distribué du niveau A1 au niveau B2, et puis le DELF prime du niveau A1.1 au niveau A2. Alors, un petit point juste sur la différence entre le DELF junior et le DELF scolaire. Ce sont les mêmes épreuves, les mêmes contenus, les mêmes thématiques, les mêmes exercices, pour ainsi dire, mais simplement le contexte dans lequel le DELF junior et le DELF scolaire sont passés diffère, puisque le DELF scolaire est passé dans le cadre de conventions entre les autorités éducatives locales et l'ambassade de France quand on est à l'étranger. Et le DELF junior est passé par des candidats qui se présentent en candidats libres, j'ai envie de dire. Donc, quand vous avez des établissements scolaires où le DELF est passé pour tous les élèves d'une certaine classe dans le cadre de leur scolarité, on parle plutôt de DELF scolaire. Et quand c'est des étudiants qui se présentent librement, c'est le DELF junior. Voilà. Important également de savoir que le DELF est composé de différentes activités langagières. Donc, quel que soit le niveau, on retrouve une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production écrite et une épreuve de production orale. Donc, c'est identique, quel que soit le diplôme, à part pour le C2 où il y a une construction un petit peu différente. Les épreuves sont couplées entre elles. On a d'un côté la COPO, la compréhension de l'oral, production orale, et puis de l'autre côté, la CEPE. Voilà. Alors, c'est important pour les candidats qu'ils sachent ça parce que, on va le voir tout de suite, toutes ces épreuves sont évaluées sur le même barème. Donc, chaque épreuve collective compte sur 25 points et donc, on peut avoir des candidats qui ont des compétences hétérogènes qui peuvent être meilleurs à l'écrit, moins bons à l'oral, ou meilleurs en compréhension, moins bons en production. Et ça ne les dispense pas de s'inscrire au DELF parce qu'ils peuvent compenser au sein de leurs différentes épreuves les notes qu'ils obtiendront. La condition, néanmoins, est d'obtenir 50 points sur 100 à ces différentes épreuves au total, et puis également une note minimale de 5 points sur 25 à chaque épreuve. Donc, il faut que les compétences ne soient pas hétérogènes au point qu'un candidat aurait une note de 3 ou 4 sur 25 dans l'une des épreuves, par exemple. Donc, rappelez aux candidats que le diplôme est valable à vie, que les épreuves peuvent uniquement être évaluées par des examinateurs correcteurs habilités, ce qui est une garantie de qualité et d'homogénéité, de fiabilité des évaluations. Et puis, ensuite, on peut passer, je dirais, à la présentation des maquettes des épreuves.
Donc, les maquettes des épreuves, ce sont ces premières pages que l'on retrouve aussi bien pour le DELF tout public que pour le DELF junior scolaire ou pour le DELF prime, les pages qui présentent les différentes épreuves. Et on peut évidemment rendre le candidat plus actif à la lecture de ces documents en lui posant des questions qui vont s'apparenter en plus à celles qu'il aura dans le cadre des examens du DELF. Donc, par exemple, combien de temps dure l'épreuve de compréhension écrite? Là, on est sur une épreuve de niveau A1, donc l'épreuve dure 30 minutes. Pardon. Dans l'épreuve de compréhension orale, je peux écouter 3 fois les dialogues. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dans l'épreuve de production écrite, je dois écrire un mail à un ami, un message professionnel ou bien un résumé de mon livre préféré. Donc voilà, ça permet aux candidats d'avoir la possibilité de se familiariser avec les épreuves avec lesquelles il va devoir travailler. Enfin, je dois obtenir un minimum de X points en production orale. Voilà. Alors, faire connaître le DELF, c'est également faire connaître les épreuves, donc les analyser avec les candidats, les épreuves de compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et production orale. Encore une fois, il faut rendre les candidats actifs dans l'observation de ces épreuves. Donc, combien y a-t-il d'exercices? Combien y a-t-il de points à chaque exercice? Est-ce qu'il y a des images? Et puis, les amener à s'auto-évaluer. Est-ce que je comprends les consignes, oui ou non? Est-ce que je fais des exercices qui ressemblent déjà au DELF dans ma classe, oui ou non? Et puis, se poser des questions sur l'épreuve qui est la plus facile, la plus difficile, c'est laquelle, etc. Voilà, donc tout ça pour rendre le candidat actif et puis désacraliser aussi le contenu des épreuves parce qu'il y a des candidats pour qui la passation du DELF représente la première passation d'un examen officiel et il peut y avoir des inquiétudes tout à fait légitimes par ailleurs. Donc, il est important de montrer qu'ils sont tout à fait capables de passer un examen comme celui-ci. Enfin, connaître et faire connaître le DELF et le DALF, c'est donner des recommandations utiles pour la passation elle-même, des recommandations sur le déroulement de l'épreuve, des recommandations administratives. J'insisterai ici uniquement sur l'importance de rappeler la confidentialité des épreuves. Les candidats ne sont pas du tout autorisés à diffuser le contenu des épreuves qu'ils passeront le jour de leur examen, sous peine de sanction. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Pour le reste, je vous encourage à consulter encore une fois l'ensemble des documents qui sont présents sur le site de France Éducation Internationale, donc aussi bien les droits et devoirs que les manuels du candidat, qui sont une mine d'informations à la fois pédagogiques et administratives, qui aideront vos candidats à se familiariser avec les examens du DELF et du DALF. Bien. Alors maintenant, les candidats connaissent bien le déroulement de l'examen, ils savent ce qui les attend. Le moment est venu de les former à la méthodologie des épreuves du DELF pour qu'ils soient prêts à affronter les exercices le jour de l'épreuve. On va traiter d'abord les épreuves de compréhension orale et de compréhension écrite. Donc, nous allons voir néanmoins qu'il y a de nombreux conseils qui sont valables pour la compréhension, mais qui sont valables également pour les épreuves de production. Alors, la première chose à laquelle les candidats vont être confrontés, c'est la consigne. Il y a dans le DELF une multitude de typologies d'exercices, de typologies de questions, de délais, de pauses, etc. Donc, il est très important que les candidats soient familiarisés avec toutes ces différentes modalités, cocher, écrire, relier, tracer, recopier. Et donc, on encourage les candidats à faire un travail de surlignage de ces consignes, d'annotation de ces consignes pour repérer les informations importantes. Donc, vous aussi, en tant qu'enseignant, vous pouvez faire ce travail au préalable d'annotation des consignes de surlignage avec différentes couleurs et puis ensuite demander aux candidats à quoi correspondent les différentes couleurs, quelles vont être leurs missions lors de la passation de l'épreuve. Donc ici, on est sur une épreuve de niveau A1. Donc on a 2 écoutes, on a des temps de pause qui sont assez importants entre chaque écoute. Et puis, on doit cocher ou écrire l'information demandée. Et on a également des informations de contexte
votre amie Solange laisse un message sur votre répondeur téléphonique, ce qui permet au candidat de faire déjà des petites hypothèses sur le contenu du message en croisant cette information et puis la lecture des questions qui sont dessous. On parlera tout à l'heure de ce travail sur les hypothèses. Donc ça, c'est pour le niveau A1 et ça, c'est un exemple d'exercice qui est pour le niveau, pour quel niveau d'ailleurs, c'est vous qui allez me dire, à votre avis. Donc, vous lisez cette consigne et puis vous allez me dire, au travers de ce petit sondage qui va apparaître à l'écran, si ça relève du niveau A1, A2, B1, B2 ou C1 ou C2. Voilà. Si le sondage peut s'afficher, petit sondage numéro 2. Merci beaucoup à Séverine et Maria Victoria. Non, bon, c'est pas grave. Alors, il s'agit d'un exercice de niveau B1. Ah, j'ai été trop rapide. Voilà, donc vous oubliez ce que j'ai dit, mais il s'agit d'un exercice de niveau B1. Vous étiez nombreux à avoir répondu. Peut-être avant que je donne la réponse, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas grave. Donc, le niveau B1 qui comporte cet exercice en compréhension écrite où le candidat doit lire des consignes avec des critères particuliers et puis choisir une activité ou choisir un lieu en fonction de ces critères de préférence. Voilà, donc pour chaque annonce, il doit cocher oui ou non, si ça lui correspond ou pas. Alors, vous pouvez attirer l'attention des candidats A1, TPSJ et des candidats au DELF Prime sur le fait qu'il y a des petits pictos qui vont les aider à repérer les différentes typologies de questions, donc les questions cochées, les questions rédigées, les questions rédigées avec des informations chiffrées, les questions qui relèvent du dessin, donc tracer ici un itinéraire. Et puis pour le DELF Prime, voilà à quoi ressemblent les petits pictos qui aideront les candidats à savoir comment ils doivent répondre aux questions qui leur sont posées. Alors une autre chose très importante pour les épreuves de compréhension et particulièrement pour les épreuves de compréhension orale, ce sont les informations qui concernent la prise de notes. Alors, dans le cadre du DALF C1, comme vous en avez un exemple ici, on donne un petit espace sur la copie du candidat pour qu'il puisse rédiger des notes au fur et à mesure de l'écoute du document. Il n'y a pas cette colonne prise de notes dans les autres niveaux du DELF, mais évidemment, les candidats sont invités malgré tout à prendre des notes au brouillon. Et donc, il est très important en tant qu'enseignant de présenter différentes stratégies pour prendre des notes, pour noter en abréviation, etc., des informations clés pour la compréhension du document, pour pouvoir s'appuyer dessus au moment de répondre aux questions. Voilà. Alors, quelques conseils, les stratégies pour les épreuves de compréhension du DELF. Alors, pour la compréhension orale, vous avez évidemment l'information qui consiste à lire les questions avant d'écouter pour faire des hypothèses. Écouter en prenant des notes, puis commencer à répondre. Écouter en faisant attention à l'intonation des locuteurs pour les niveaux B et C, ce qui permet d'avoir déjà des renseignements sur l'intention de communication. Est-ce que le locuteur est plutôt soulagé, plutôt en colère, etc. Ça donne des indices. Et puis en compréhension écrite, on a le fait de commencer par une lecture rapide, l'observation du type de support, est-ce que c'est une lettre, est-ce que c'est une publicité, etc. Lire les questions pour faire des hypothèses, encore une fois, puis lire attentivement le document en soulignant et en prenant des notes. Il ne faut pas hésiter à annoter les copies du DELF, et puis répondre en alternant la lecture du document et la lecture des questions. Voilà. Alors, un fait très important pour les candidats et pour tous ceux qui se préoccupent de la préparation au DELF et au DALF, toutes les questions suivent l'ordre d'apparition des informations dans les supports. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les questions 1, les réponses à la question 1 et aux questions 3 se trouvent ici,
eh bien, la question 2 portera nécessairement sur un élément qui se trouve entre les deux. Donc, c'est très intéressant pour un candidat qui n'aurait pas bien compris la question 2 de se dire que de toute façon, la réponse se trouve dans ce passage et que voilà, ça va l'aider à répondre de manière adéquate. Alors, les stratégies à adopter en classe pour les épreuves de compréhension, c'est évidemment de travailler le plus possible avec des documents authentiques sur les thèmes récurrents dans les examens du DELF et du DALF. Alors pour ça, il existe des sources qui sont diverses et variées. On parle de RFI Savoir, de TV5 Monde, qui sont des sites avec lesquels France Éducation Internationale a un partenariat et vous pourrez retrouver même des exemples d'épreuves, notamment B2, sur le site de RFI Savoir. Et puis le site GeoAdo qui est donné à titre indicatif parce qu'il est très intéressant pour les adolescents pour se préparer à la compréhension écrite ou à la production orale. Il y a de nombreux thèmes qui sont donnés, qui relèvent du DELF et du DALF dans ce périodique. Voilà. Alors, quand on parle de thèmes récurrents dans les examens du DELF et du DALF, ce sont des examens qui ne parlent pas de politique, pas de religion, pas d'informations qui sont susceptibles de nécessiter des connaissances culturelles, mais ce sont des thèmes néanmoins de société, des thèmes actuels, donc par exemple l'environnement, l'école, Internet, le monde du travail, etc. Tout ça, ce sont des thèmes que l'on retrouve régulièrement dans le cadre des examens du DELF et du DALF. Voilà. Ensuite, on a le fait d'habituer les candidats à un nombre d'écoutes limité ou à lire en temps limité, puisque c'est une contrainte qu'ils auront à gérer lorsqu'ils passeront l'examen. Ça ne sert parfois pas à grand-chose d'écouter 9 fois, 10 fois, 12 fois le même support en essayant de comprendre mot à mot les choses. Il vaut mieux écouter 2, 3, maximum 4 fois et avoir une compréhension globale du document et une compréhension des principaux éléments, on va dire, d'information. Et puis, enseigner des stratégies pour la prise de notes, ça, on l'a évoqué. Et puis, enfin, cette idée de faire formuler systématiquement des hypothèses pour activer les connaissances des futurs candidats. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on se trouve face à un support de compréhension orale, le candidat a à sa disposition le questionnaire, eh bien, il peut lire les questions. Alors, les questions d'abord avant de lire les choix de réponse pour le cas des QCM, mais lire les questions pour faire des hypothèses sur le thème qui est abordé par le document et puis mobiliser ses ressources lexicales, ses connaissances sur le thème en question pour ensuite pouvoir être mieux préparé et moins subir l'épreuve, notamment en compréhension orale, que lorsqu'il arrive et qu'il écoute directement le document en ayant l'impression que ça va trop vite, parce que les candidats ont régulièrement l'impression que ça va trop vite en compréhension orale. Donc, il faut leur montrer qu'il y a des moyens de maîtriser un peu les choses et d'être acteur dans le cadre de cette épreuve également. Voilà. Alors, pour les épreuves de compréhension, un petit point rapide sur les modalités d'évaluation. En compréhension écrite et en compréhension orale, les candidats sont évalués sur la base d'un document correcteur que vous pouvez tout à fait leur montrer. Hein. Il n'y a pas de secret, c'est un document standardisé. Donc, dans le cadre de la correction des épreuves que vous serez amené à faire passer aux candidats dans ces cours de préparation, vous pouvez leur montrer à quoi ressemble un corrigé et vous pouvez leur expliquer surtout qu'il n'y a pas de point de pénalité en cas de mauvaise réponse. Donc, il faut qu'ils se sentent libres de donner une réponse même quand ils ne sont pas sûrs. Au pire, ils auront 0 point, mais ils n'auront pas de retrait de points négatifs. Voilà. Et ils sont d'autant plus encouragés à répondre que dans le cadre de ces épreuves de compréhension écrite et de compréhension orale, il n'y a pas de correction et de pénalité de l'orthographe et de la grammaire. Il suffit que les réponses soient suffisamment compréhensibles et le candidat peut avoir la totalité des points s'il a compris les réponses qui étaient attendues. Voilà. Alors, il existe une problématique à l'heure actuelle, puisque, comme vous le savez probablement, notamment si vous êtes allé récemment sur le site internet de France Éducation Internationale, il y a 2 jeux d'épreuves pour chaque niveau du DELF.
parce qu'on introduit depuis 2020 de manière progressive des nouveaux formats d'épreuves avec des QCM et des questions à choix fermés pour la totalité des questions des épreuves de compréhension écrite et de compréhension orale du DELF TPSJ niveau A1 à B2. Donc, comment faire quand on est amené à préparer des candidats au DELF, puisqu'ils peuvent tomber ou sur l'une ou sur l'autre des modalités d'épreuve, en sachant que voilà, ces deux modalités vont coexister encore quelques années. Les spécificités des épreuves 100% QCM qu'il faut leur présenter, c'est qu'il y a un peu plus d'exercices, plus de documents support, et puis pas de réponse rédigée, puisque tout est sous forme de choses à cocher, même pour les vrais-faux, pour ceux qui connaissent bien les vrais-faux avec justification. Dans ces épreuves entre guillemets nouvelles, il n'y a pas de justification demandée, donc c'est juste des questions de type vrai-faux, vous cochez vrai ou faux, c'est tout. Donc, comment faire quand on est avec des candidats qui se demandent un petit peu à quelle sauce ils vont être mangés? Eh bien, il faut leur recommander de préparer les deux types de formats, donc leur présenter les deux modalités d'épreuve, en insistant, je dirais, de manière un petit peu plus poussée sur les épreuves à questions ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore pas mal qui circulent à l'heure actuelle et parce que aussi c'est là qu'il y a les modalités de questions, les typologies les plus variées, donc il est important que les candidats les connaissent. Et puis, donc, il faut habituer les candidats à lire rapidement les QCM en compréhension orale, puisque ça va être ça leur gros défi dans l'épreuve de compréhension orale. Il y aura plus de questions à choix multiples à lire, et donc, il faut qu'ils y soient préparés. Voilà. Alors, on va passer un peu plus rapidement sur les épreuves de production écrite et de production orale. Donc, dans le cadre de la production écrite et de la production orale, il y a toujours un travail à mener sur les consignes. Donc ici, un sujet de production orale du DELF A2. Donc, vous allez habiter en France pour votre travail, vous recherchez un logement, vous allez entrer dans une agence immobilière et l'objectif sera d'expliquer le type de logement que vous recherchez et l'examinateur joue le rôle de l'agent immobilier. Donc, tout ça, ça doit amener le candidat à bien repérer quel est son thème, quel est le rôle qu'il doit endosser, quel est celui de l'examinateur et l'objectif de l'interaction. Quand on parle de rôle du candidat, ça ne veut surtout pas dire que le candidat doit jouer un rôle comme au théâtre, il ne faut pas que ça lui fasse peur, mais en tout cas, c'est le rôle qu'il doit endosser dans le cadre de l'interaction entre guillemets authentique qui va avoir lieu avec l'examinateur. Voilà. Donc, c'est une mise en situation plus qu'un jeu d'acteur. Voilà. Alors, pareil pour la production écrite, où là, il y a aussi des informations sur le nombre de mots à produire. Donc, il est absolument primordial que le candidat ait une idée de comment on compte les mots dans le cadre du DELF. À savoir qu'un mot égale toute information comprise entre deux espaces ou deux signes de ponctuation. Donc, une fois que vous lui avez donné des exemples, les choses sont claires. Donc, le mot rendez-vous, par exemple, rendez-vous, c'est un seul mot puisqu'il y a un trait d'union, etc. Donc, dans ces épreuves de production, on n'a plus de corrigé type, mais on a des grilles d'évaluation qui vont évaluer différents critères dont on parlait tout à l'heure, des critères linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques. Et ces différents critères, ils vont être à évaluer avec des niveaux de compétences. Donc, ces critères, on les retrouve de grille en grille. Donc, c'est homogène et ça permet une prise en main aisée aussi bien pour les examinateurs correcteurs que pour les enseignants qui se familiarisent avec ces épreuves du DELF et du DALF, que pour les candidats qui auront à s'approprier les attentes de l'épreuve. Donc, on aura en règle générale les mêmes critères. Hein. Et une approche par niveau de performance. Donc, pour chaque critère, on dira si le candidat est plutôt du niveau B1, inférieur au niveau B1 ou déjà un pied dans le B2. Voilà l'approche qui est adoptée avec ces grilles.
et des grilles que vous aurez à expliciter et à exemplifier pour les candidats. Donc pour cela, il existe des documents qui sont proposés par France Éducation Internationale. Mais encore une fois, le recours au cadre européen, aux référentiels et aux documents téléchargeables sur le site de FEI vous permettra de donner des exemples concrets de ce qu'on attend. Qu'est-ce que ça veut dire faire des phrases complexes courantes au niveau B1, par exemple, etc., pour que le candidat sache ce qu'il doit présenter, ce qu'il doit préparer. Donc, les stratégies pour les épreuves de production, évidemment, bien lire les consignes et annoter les supports. Préparer un brouillon pour la production écrite, mais préparer suffisamment de temps pour recopier parce qu'on ne corrige pas ce qui est sur les brouillons. Ne pas hésiter à utiliser son imagination parce que le candidat peut inventer des informations sur lui s'il n'a pas envie de donner des vraies informations. Ça peut être plus confortable de jouer un rôle et d'imaginer des choses. Et puis, lors de la préparation de l'épreuve de production orale, déjà, imaginez les questions que le jury est susceptible de poser. Ça aide à être plus prêt lors de l'entretien. Alors, pour ces épreuves de production, à faire en classe, évidemment, fournir aux futurs candidats des boîtes à outils. Donc, je vous avais dit qu'on n'aborderait pas tout ce qui concernait la préparation linguistique, mais il est néanmoins important en cours de préparation au DELF d'avoir des boîtes à outils qui sont des listes de conseils méthodologiques ou des fiches de vocabulaire, des listes de connecteurs pour les niveaux B1, B2 par exemple, auxquels le candidat pourra se référer en vue de sa préparation pour avoir des mémentos, des checklists. Alors ensuite, analyser des productions écrites et des productions orales modélisantes. Donc cela, vous pouvez en fabriquer vous-même sur la base d'une consigne. Vous écrivez une production écrite, par exemple, qui relève vraiment du niveau pour montrer au candidat ce qui est attendu et puis pour l'amener peut-être à porter un regard lui-même de correction sur tout ça, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans la copie. Pareil pour la production orale, si vous avez la possibilité d'organiser des tournages avec vos candidats, ça peut être très utile, très pratique pour eux et pour les candidats qui regarderont, qui visionneront par la suite. Et puis, enseigner des stratégies pour préparer un brouillon, évidemment, en production écrite, mais aussi en production orale, et encourager les futurs candidats à s'enregistrer et à s'auto-évaluer. Parce qu'il n'est pas toujours facile dans un cours de préparation au DELF de faire passer régulièrement tous les candidats à l'oral pour qu'ils présentent pendant quelques minutes. Donc, si les candidats s'enregistrent et qu'ils se réécoutent, qu'ils s'auto-évaluent sur la base de petites grilles que vous leur aurez fournies, ça peut déjà être très, très aidant pour eux. Donc là, par exemple, une grille pour le niveau A2. Donc, j'ai écrit plus de 60 mots, j'ai écrit plusieurs phrases pour raconter mon week-end, etc. Et si le candidat coche oui à la plupart de ces cases, eh bien évidemment, il est bien parti pour obtenir son DELF. S'il coche non, il faut qu'il retravaille les aspects en question. Voilà pour les informations concernant la méthodologie. Alors, je répondrai aux questions dans quelques minutes si vous en avez, si vous souhaitez un peu plus de détails ou d'informations sur ces stratégies méthodologiques. On va voir maintenant un peu rapidement les entraînements à la passation des examens du DELF et du DALF. Alors pour cela, il existe différents outils. Alors peut-être on va regarder rapidement. Si vous préparez des candidats au DELF et au DALF, de votre côté, est-ce que vous avez des outils de prédilection? Un dernier petit sondage pour vous. Est-ce que vous utilisez plutôt des manuels de préparation au DELF ou des ressources en ligne ou des activités pédagogiques élaborées par vos soins? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Vous avez possibilité de choisir plusieurs éléments si vous utilisez plusieurs ressources. Alors, les manuels de préparation, on va en parler tout de suite. Les ressources en ligne également. Alors, vous utilisez plutôt des manuels de préparation
et puis des ressources en ligne, et puis des activités pédagogiques élaborées par vos soins. Vous êtes quand même 100 à en utiliser, quasiment un tiers, c'est bravo. Ça demande du temps et du travail, donc je vous encourage, quand vous êtes au sein d'une équipe, à mutualiser ces activités pour éviter d'avoir tous à refaire le même travail. Il existe des sites Internet qui mutualisent également des activités pédagogiques maison, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, pour ce qui est des manuels, des ressources disponibles, on a donc une cytographie sur le site Internet de FEI. Je vous mets le lien ici et vous pourrez aller la consulter. Je vous mets également dans ce document une grille d'analyse que vous pourrez récupérer, qui est une grille d'analyse des différentes méthodes, puisqu'il en existe de toutes sortes. Et à France Éducation Internationale, on n'a pas une méthode de prédilection, mais on encourage les enseignants à regarder en fonction de ces différents critères, donc la présentation des épreuves, la présentation des grilles d'évaluation, etc. Quels sont les points positifs, les points négatifs, manuel par manuel, pour ensuite voir lequel est le plus adapté à votre public. Voilà. Et puis alors, enfin, on a sur le site Internet de France Éducation Internationale des informations sur les épreuves d'entraînement, puisque les centres d'examen peuvent proposer à leurs candidats un entraînement aux épreuves du DELF avant la session officielle. Donc, ces épreuves, ce sont les épreuves de compréhension écrite et de compréhension orale. Elles concernent les niveaux A1, A2, B1 et B2, en TP et en SJ. Et donc, les centres ont la possibilité de s'inscrire auprès de France Éducation Internationale pour faire passer, merci Romain pour l'URL, ça présente des avantages pour les candidats, à savoir qu'ils découvrent les conditions réelles de passation, ils travaillent la gestion de leur temps et ils vérifient leur niveau. Et ils reçoivent rapidement une note, puisque en fait, les copies sont transmises à France Éducation Internationale qui les évalue et qui redonne ensuite les notes au centre d'examen. Voilà, donc pour les candidats, c'est un plus. Pour les enseignants, c'est la possibilité aussi de disposer d'épreuves qui viennent sanctionner la fin d'un cours de préparation aux examens. Et pour les centres, ça permet de développer l'offre de préparation, tout simplement. L'organisation, elle est facile. C'est le centre qui fixe les dates. Il n'y a pas de procédure d'inscription particulière. Il n'y a pas de frais de reversement à France Éducation Internationale. Et donc, comme les corrections en plus sont assurées par France Éducation Internationale, c'est la possibilité pour le centre d'avoir une rentrée d'argent supplémentaire. Donc, tout le monde est gagnant, y compris France Éducation Internationale, qui peut ensuite s'appuyer sur ces épreuves d'entraînement pour les calibrer de manière psychométrique et les réinjecter ensuite dans le circuit des épreuves du DELF et du DALF, en ayant la garantie que ces épreuves ont passé toutes les étapes qui garantissent sa fiabilité et leur qualité. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai été un peu vite sur la fin, il y avait beaucoup d'informations, mais je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me tiens à votre disposition. Bonsoir et merci énormément pour pour la présentation. Alors, on a reçu beaucoup de questions. On a essayé de les regrouper avec mon collègue Sébastien Devresse par grande thématique. D'accord, donc la première porte, premier bloc de questions porte autour du nouveau format de DELF. Donc, vous avez déjà expliqué la coexistence des deux modèles d'évaluation de format du DELF.
vous êtes revenu voilà, sur les grands changements, l'apparition des QCM, la disparition des questions ouvertes. On aurait besoin de précisions sur le calendrier. Donc, il y a une coexistence, mais cette coexistence prendra fin un jour. Quand est-ce qu'est prévue donc, la seule existence des nouveaux formats du DELF? Alors, à l'heure actuelle, la date qui est prévue est située en 2024, mais on n'a pas de certitude là-dessus, donc je ne voudrais pas donner une date définitive maintenant. Disons que progressivement, les nouvelles spécifications, à savoir les questions fermées, vont remplacer totalement les épreuves aux questions ouvertes. En 2023, par exemple, il y aura plus d'épreuves aux questions fermées qu'en 2022. Mais en fait, on est tributaire d'un certain nombre de paramètres et notamment les épreuves d'entraînement qui nous servent à calibrer des exercices pour ensuite en faire des versions d'examen ont été beaucoup impactées par la pandémie. Et donc, on avait pour projet de produire beaucoup plus d'épreuves d'entraînement et de les calibrer davantage en 2020-2021. Et dans beaucoup de pays, le DELF s'est quasiment arrêté. Et donc, on redémarre là. Ça reprend progressivement, mais on a été impacté par ce paramètre. Donc, j'encourage d'ailleurs vivement les participants à en parler autour d'eux et à faire connaître à leurs responsables de centre d'examen s'ils travaillent dans un centre d'examen, pour leur dire que ces épreuves d'entraînement, vraiment, elles sont utiles pour tout le monde, pour eux, pour leurs candidats, pour nous, et in fine, pour la disparition plus rapide des anciens formats d'épreuves. D'accord, parfait. Bon, ben voilà, c'était intéressant d'apporter cette précision. Un autre bloc de questions porte sur les nouvelles grilles. Donc, voilà, vous avez abordé les nouveaux critères que comprennent ces grilles, l'approche par niveau de performance, le fait de pouvoir présenter les grilles d'évaluation aux apprenants. On a 2 questions supplémentaires, et je crois qu'ils n'ont pas été abordées. Une question de David, donc une question concernant les nouvelles grilles d'évaluation. Peut-on se référer aux anciennes grilles plus détaillées pour évaluer nos apprenants en préparation? Alors, il est recommandé de faire abstraction des anciennes grilles autant que faire se peut. Alors, on sait que ce n'est pas évident parce que ceux qui ont l'habitude d'être examinateurs correcteurs ont eu des années de pratique avec les grilles qu'on appelle maintenant les anciennes grilles. Mais il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu avec ces nouvelles grilles. D'abord, ces nouvelles grilles, elles reflètent davantage la philosophie des nouveaux descripteurs du cadre européen qui sont apparus en 2018. Donc, il vaut mieux se référer, on conseille de ne se référer qu'aux nouvelles grilles et aux descripteurs qui accompagnent ces grilles, parce que les descripteurs qui vont avec les grilles, pour le coup, sont beaucoup plus détaillés que les critères des anciennes grilles. Ah, donc la grille, quand on la prend dans son intégralité, c'est-à-dire juste la grille elle-même, ça paraît succinct parce qu'il y a juste lexique et puis cocher B2, B2-, B2+. Mais quand on la prend avec la grille de descripteurs qui va avec, on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses informations qui doivent rentrer en ligne de compte. Et alors, un dernier élément, c'est qu'on est passé à entre guillemets, une autre manière d'évaluer les candidats avec ces nouvelles grilles, qui est l'évaluation par niveau et non pas par point. Donc, la question qu'on doit se poser quand on évalue un candidat au DELF, désormais, ça n'est pas est-ce que je lui mets la moyenne ou est-ce que je lui mets 3 sur 4 ou est-ce que je lui enlève un demi-point. C'est vraiment est-ce qu'il a le niveau B2, est-ce qu'il a le niveau B2+. Et pour ça, les grilles de descripteurs qui accompagnent les nouvelles grilles sont vraiment aidantes et les anciennes grilles ne donneront pas d'éléments de réponse pour ça. D'accord, donc une question qui fait écho à cette utilisation des nouvelles grilles. Donc Christine, voilà, fait référence à un commentaire que vous avez fait. Vous avez mentionné justement l'existence de documents explicatifs sur le site du FEI à destination des enseignants.
est-ce que ces documents explicatifs, destination des enseignants, sont en accès libre ou faut-il payer pour avoir accès à ces documents explicatifs? Alors, pour les documents explicatifs, c'est une très bonne question. Ils sont en accès totalement libre sur le site de France Éducation Internationale. Vous pouvez les consulter. Sur les liens qui sont indiqués dans le chat. PowerPoint. Et je crois que M. Romain Chrétien est en train aussi de mettre sur le chat des liens utiles. Voilà. Alors, vous avez notamment les manuels du candidat, qui sont des documents très fournis, avec 20-30 pages parfois, qui donnent beaucoup d'informations sur la passation des épreuves, sur les conseils méthodologiques, sur les sources possibles pour trouver des documents authentiques pour entraîner les candidats, des choses comme ça. Vous avez les listes d'actes de parole, vous avez des fiches qui résument exercice par exercice, question par question, comment on fait pour répondre, quel type de questions il s'agit, etc. Merci Romain, merci beaucoup pour les URL. Et il existe pour les personnes qui sont examinatrices correctrices la possibilité d'accéder à l'espace professionnel du site de France Éducation Internationale, sur lequel ils trouveront des documents supplémentaires, notamment des sujets types supplémentaires. Mais les documents méthodologiques, tous les documents méthodologiques sont sur le site de France Éducation Internationale. D'accord, merci donc pour ces précisions. Alors, deux autres questions plus liées à la présentation et après, on finira par deux questions supplémentaires pour les professeurs qui aimeraient devenir examinateurs correcteurs, puisqu'il est déjà 18h31, donc on est déjà en train de dépasser un petit peu. Mais je pense qu'il y a deux questions justement pouvant intéresser tous les participants. Donc, une question d'Aurélie. Est-il possible d'avoir les taux de réussite des différentes sessions des examens? Et une question de Jayashri. Les candidats demandent souvent s'ils peuvent repasser les épreuves du DELF pour améliorer leurs notes. Est-il possible de le faire? Alors, pour ce qui est de la première question, les taux de réussite, ça, je ne les connais pas niveau par niveau là pour l'année qui vient de s'écouler. Mais en règle générale, pour le B2, par exemple, on est autour de… Romain, je ne sais pas si je me trompe. C'est une information que vous publiez, que vous rendez publique sur le site du FEI? Alors, je ne crois pas qu'on rende public cette information, sauf erreur de ma part. Donc, si vous voulez, on demandera à Romain de répondre via le chat, et sinon, on enverra… Le taux de réussite global pour le DELF et le DALF se situe autour de 85-90%. Et il est graduel, évidemment. Quand on est dans les niveaux A, il y a entre 90 et 95% de réussite, voire plus. Quand on arrive au niveau B2, B1, B2, on est plus sur 70-75%. Et quand on est sur les niveaux C, ça peut descendre encore un petit peu. Mais bon, ça veut dire que les professeurs font bien leur travail, non? Oui, que les professeurs font bien leur travail, tout à fait. Aussi élevés. Et d'ailleurs, ça montre que les professeurs font bien leur travail, que les élèves sont bien préparés. Et j'encourage encore une fois les enseignants à ne présenter leurs candidats que lorsqu'ils sont plutôt certains qu'ils sont prêts et qu'ils ont déjà un pied dans le niveau au-dessus, en tout cas au niveau linguistique, pour garantir le bon résultat. D'accord. Et au niveau de la possibilité pour les candidats de repasser une épreuve pour améliorer la note, est-ce possible? Oui, c'est tout à fait possible. D'accord, donc ils s'inscrivent à la session suivante et ils peuvent de nouveau se représenter. Voilà, exactement. D'accord, parfait. Alors, concernant les possibilités de devenir examinateur correcteur, et on va finir sur ces deux dernières questions, Monsieur Romain Chrétien a passé un lien renvoyant vers toutes les informations relatives aux habilitations des examinateurs correcteurs DELF-DAF, mais bon, on peut quand même, je pense, aiguiller deux des participants à la session d'aujourd'hui.
Donc, voilà, je voudrais savoir comment devenir examinateur correcteur FLE dans les grandes lignes, si vous voulez bien expliquer le processus. Et après, pour tous les détails, donc se référer au lien URL qu'a partagé M. Romain Chrétien. Et sinon, une question plus spécifique à un examinateur habilité ayant une habilitation en cours de validité, peut-il être examinateur indépendant, c'est-à-dire sans être rattaché à une alliance? Alors, je vais répondre déjà à la deuxième question. Il est nécessaire d'être rattaché à un centre d'examen pour évaluer les épreuves du DELF et du DALF. D'accord. Mais néanmoins, c'est une notion qui peut changer. C'est-à-dire que si dans le courant de votre carrière, vous êtes rattaché à un centre d'examen en tant qu'enseignant et puis vous changez d'école, vous changez d'institut, vous êtes rattaché à votre nouveau centre d'examen. Voilà. Mais on ne peut pas être examinateur-correcteur totalement freelance. Il faut être rattaché administrativement à un centre d'examen. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on devient examinateur-correcteur, justement? Il y a deux choses. D'abord, est-ce qu'on est rattaché d'ores et déjà à un centre d'examen ou non? Alors, si on est rattaché à un centre d'examen, c'est très simple. Il suffit de suivre une formation dans le cadre de ce centre. Le centre en organisera régulièrement en fonction des sessions d'examen et des volumes de candidats à faire passer. Donc, une fois que vous avez passé votre habilitation, elle est valable 5 ans. Et si vous n'êtes pas rattaché à un centre d'examen, vous avez la possibilité, alors les formations vont reprendre, je pense, prochainement, de participer à des stages individuels qui sont organisés par France Éducation Internationale. Donc, c'est des stages qui ont lieu soit en ligne, soit en présence. Là, désormais, ça se passe plutôt en présence. Le format en ligne était privilégié dans le cadre du confinement, etc. Et donc, il n'y a que France Éducation Internationale qui peut vous fournir une habilitation d'examinateur-correcteur si vous n'êtes pas rattaché à un centre d'examen. Alors, les prérequis pour être examinateur-correcteur, c'est d'avoir une certification, un diplôme dans le domaine du français langue étrangère, ou bien un diplôme dans le domaine des langues ou de la littérature, etc. Et puis aussi d'avoir une expérience professionnelle dans le domaine du français langue étrangère. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ce survol très complet des épreuves du DELF-DALF, tant dans la définition que des conseils de préparation aux apprenants qui souhaitent se présenter. Donc, juste pour rappel, cette rencontre virtuelle a été enregistrée, donc on la mettra prochainement donc en ligne sur notre chaîne YouTube ou dans la section formation de l'espace virtuel. Faites attention à votre email, regardez bien, contrôlez votre boîte mail puisque vous allez recevoir donc le certificat d'inscription à cette rencontre virtuelle FLE, un petit questionnaire de satisfaction portant plus sur des aspects techniques de cette présentation. Donc, un grand merci à tous. On a frôlé les 500 participants. Donc, merci d'avoir assisté à cette rencontre virtuelle FLE. Bien sûr, un grand merci au FEI d'avoir accepté de co-organiser cette rencontre FLE. Nous sommes vraiment contents de la participation, du nombre de participants que nous avons eu. Vraiment contents que vous ayez pu aborder différents aspects liés aux épreuves du DELF et du DALF. Et voyons si l'année prochaine, justement, on décide de renouveler cette collaboration, notamment dans le cadre peut-être d'un autre format d'intervention, puisque comme vous le savez, normalement, on devait proposer cette intervention en format atelier virtuel FLE. Pour X raisons, on a décidé de le transformer en une rencontre virtuelle FLE. Donc voilà, on vous tiendra au courant si l'année prochaine, on choisit de reconduire ce format ou justement vous proposer un autre format d'intervention et de participation.
Merci à tous, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, puisque de nouveau, des personnes étaient connectées aujourd'hui depuis le monde entier. Donc, grand merci à toutes et à tous. Et encore merci au FEI et donc à M. Romain Chrétien et à M. Samuel Bouac qui ont été avec nous aujourd'hui. À bientôt. Je ne sais pas si vous voulez aussi faire un mot d'au revoir, d'à bientôt aux participants. Nous te remercions pour l'accueil, la logistique, toi et tes collègues, et merci aux participants de s'être connectés. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et on se quitte en musique et soyez attentifs à nos newsletters aussi, puisque d'autres rendez-vous de formation vous attendent d'ici la fin de l'année. À bientôt. Merci à tous.